Chers internautes, bonjour, bienvenue pour le 97e Sitrep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tout le monde, bonjour à la Syrie, à la France et tous ceux qui nous suivent, hein. Et puis voilà, à tous les internautes. Donc Biden a été élu président, il a prêté serment, Mm, il y a eu la cérémonie d'investiture. Donc mm. quelles ont été les conséquences pour la Syrie et pour la région? On va parler en premier même de la Alors, Palestine, oui, de la Palestine. en fait, comme on le disait déjà avant les élections de Biden, on peut dire en fait que on pensait que de toute façon pour nous ça ne change rien puisque rappelez-vous quand même que la guerre contre la Syrie a été lancée déjà au temps d'Obama et que Biden était aussi dans l'administration Obama. Que c'est le Parti démocrate qui était notamment à l'époque Hillary Clinton qui était complètement pour la guerre contre la Syrie, la guerre contre tous ceux qui sont contre elle, etc. Bon, aujourd'hui, on peut dire, alors que c'est fait, c'est Biden qui est au pouvoir. On constate quand même que Daesh a été relancé sérieusement dans toute la région, a été relancé. En fait, bon, c'est pas nécessairement lié peut-être à des ordres de Biden, mais en fait, elle a été relancée réellement En en Syrie Syrie, et dans en d'autres pays. Syrie, en Irak, en Syrie, en Irak, en Égypte. On voit que aussi comment dire, des grands troubles ont été lancés aussi au Liban, des troubles en Tunisie, en fait, qui sont liés aussi à Narda et aux frères musulmans. Donc, en fait, c'est aussi pour moi, c'est une recrudescence, ou je dirais c'est un lancement à nouveau des hostilités pour que les frères musulmans, avec leurs alliés qui sont les mercenaires de Daesh, al-Nusra, etc., veulent montrer à leur chef Biden qu'ils sont là, qu'ils sont prêts à aller de l'avant aussi, à continuer le plan qui a été mis en échec par l'armée arabe syrienne et par la Syrie et par la résistance, par le front de la résistance, la Syrie, l'Irak et le Liban qui a été mis en échec jusqu'à présent, qui était le plan du nouveau Moyen-Orient. Donc, Mhm. en fait, là, on voit clairement que ça a été ça. De la même manière, on voit aussi, malgré comment dire, les démarches qui ont été dépêchées par Trump avant son départ, qui sont créées une véritable coalition autour d'Israël, en fait, la coalition atlantique, rappelons-nous, donc où il a fait des pressions énormes sur les Émirats arabes unis, sur Bahreïn, sur le Soudan, sur le Maroc, sur l'Arabie saoudite, pour qu'il y ait non pas seulement une reconnaissance de l'État d'Israël, mais plus une alliance en fait avec l'État d'Israël autour de ses objectifs qui sont contre l'Iran et contre le front de la résistance. Donc, en fait, alors Biden, qu'est-ce qu'il a fait? Biden, il a reconnu tout ça. Il continue à reconnaître quand même Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Il continue à reconnaître quand même toute cette alliance qui a été nouée entre les Émirats arabes unis, Israël, etc., autour des objectifs israéliens qui sont contre l'Iran, qui sont contre aussi.
En fait, on voit, donc il y a effectivement là une cohérence totale entre la politique Trump et la politique Biden pour ce qui est du Moyen-Orient. La seule différence, en fait, qui vient, c'est que Biden dit la solution pour la Palestine, c'est essentiellement la solution à deux États. Ça, c'est une différence. Et ce qui fait que, alors que l'ensemble des organisations palestiniennes étaient prêtes et continuaient à unifier leurs objectifs autour d'une libération totale de la Palestine et de la libération de l'occupant, on voit faiblir en fait l'autorité palestinienne qui reprend les discussions qui voudrait reprendre les discussions avec l'État d'Israël, mais c'est surtout qui reprend la coopération et la collaboration de la coordination sécuritaire avec l'État d'Israël. Chose qui est malheureusement à déplorer par rapport au peuple palestinien qui lui continue à se battre et qui continue à faire face à une escalade sans précédent des agressions israéliennes contre la population, depuis la violation de domicile dans toutes les villes de la Cisjordanie, dans les villes de Jénine, de Tolkarm, de Ramallah et de Jérusalem essentiellement aussi, mais aussi des bombardements de Gaza contre Gaza. Et donc on voit que les Israéliens profitent quand même de ils continuent sur la même lancée, je dirais, et ils profitent de cette présence de l'administration américaine qui est inconditionnelle, qui les soutient de manière inconditionnelle et qui ne fait absolument pas remarquer par rapport à la loi internationale, alors que tout ce qu'ils font est complètement illégal. On peut dire que c'est la politique du fait accompli, hein, ce que Netanyahou et l'État d'Israël a obtenu de l'administration Trump. Le président suivant n'ose pas le remettre en question, et donc c'est toujours de pire en pire. Et les négociations de paix sont comme ça repoussées, alors qu'elles ne permettent pas d'obtenir quoi que ce soit de concret pour les Palestiniens. Absolument, parce qu'on parle de deux États, mais en fait, dans l'État palestinien, il n'y a plus rien. Tout est sous domination américaine, israélienne, pratiquement. Alors, donc, il n'y a plus que quelques bantoustans. Ouais. À noter également que les Palestiniens attaquent en justice les Émirats Arabes Unis. Par rapport à des produits manufacturés. En justice internationale, oui, tout à fait. Qui sont produits dans les territoires occupés, c'est ce que tu me disais en préparant cette interview, donc c'est quand même quelque chose. Oui. On peut espérer peut-être que c'est une action positive, effectivement. C'est très important et ça freinera les velléités de coopération de plus en plus importantes entre les Émirats Arabes Unis et Israël. Oui, en fait, ils ont promis de le faire, mais ils ne l'ont pas fait encore, mais ça va se présenter. Voilà. D'accord. En Syrie maintenant, tu voulais évoquer la nécessité de lever les sanctions qui sont illégales, l'embargo mené par les États-Unis. Et imposé à la Syrie et imposé aussi à leurs alliés. Les États-Unis, ils imposent à la France et à d'autres de commercer avec la Syrie. Il y a la vidéo d'un appel dont tu m'as parlé en préparant cette interview. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ? On va mettre les images d'ailleurs. Oui. Alors, d'abord, effectivement, je voulais aussi parler avant ça d'une agression générale, je dirais, contre la Syrie. Qui est celle déjà d'occulter la voix de la Syrie et occulter tout ce qui est information et toutes les voix, je dirais, qui pourraient parler au nom de la Syrie. Donc, interdiction d'enlèvement de Eutelsat, en fait. La Syrie a été enlevée de ses satellites.
La Syrie, je dis la Syrie, donc tout ce qui est chaîne, radio, etc., syrienne et télévision. Hein. Donc tout ça, ça a été enlevé de la Eutelsat. Et puis actuellement, bon, bah, la Syrie a bien sûr riposté et cherché une alternative. Et donc actuellement, nous sommes sur Nilesat, ce qui fait que l'ensemble des personnes qui suivaient les canaux et les chaînes syriennes, ben, ils les ont perdus. Et là, il faudra qu'ils les reprennent sur Nilesat et cette recherche et puis qu'ils les retrouvent. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça, c'est aussi l'arrivée de Biden. Hein. Alors, comme on voit les libertés qui grandissent. Voilà. Et puis, donc, le renouvellement des agressions de Daesh. Ah oui, on voulait parler des sanctions, excuse-moi. C'est vrai que donc ça fait partie des c'est pas des sanctions, c'est sous prétexte de sanctions, on occulte la voix de la Syrie. Mais en plus, les sanctions commencent à faire effectivement un effet très très dur au niveau de la vie du peuple syrien. C'est en période de pandémie, en période d'hiver, et après avoir brûlé les récoltes de la Syrie, en fait, après 10 ans de guerre qui ont appauvri le pays, et non seulement ça, les Américains continuent à piller le gaz et le fuel syrien, le gaz et le pétrole syrien, parce que les Américains sont là autour des puits de gaz et de pétrole dans le nord-est de la Syrie, et ils augmentent leur effectif là-dedans. Ils s'appuient sur des milices terroristes syriennes, certes, mais qui leur ont voué allégeance, en fait. C'est Qassad, FDS. Ils s'appuient sur eux pour piller tout le pétrole, le gaz syrien, mais aussi les récoltes et les produits agricoles syriens. Et ils terrorisent la population dans cette région, dans la région d'Ahasake et Qamishli. On peut noter que 2 agences tchèques d'information ont dénoncé cela récemment, ce qui est absolument, quand même pas absolument. Alors, oui, c'est une excellente idée. Effectivement, des agences tchèques qui ont dénoncé ces actions américaines comme étant des actions illégales. On espère qu'il y en aura d'autres. C'est intéressant et c'est important parce que ce sont des Européens et c'est la première fois que des agences européennes de pays qui commencent à vraiment parler de la vérité, en fait. Et en des termes assez lourds, hein, puisqu'ils ont parlé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Tout à fait, ça c'est très bien. Ce qui est réel, en fait, c'est passible c'est oui, ça va être c'est passible de crimes de guerre, effectivement. Et puis voilà, ça c'est très positif pour nous, en fait, un très positif soutien. Alors je voudrais dire aussi, il y a un ensemble de personnalités et de militants, de militants italiens qui ont lancé aussi une pétition pour la levée des sanctions. Il y a eu aussi des pétitions pour la levée des sanctions qui circulent donc aussi en Syrie et dans le monde. Nous vous demandons donc de les signer aussi et puis d'exiger de vos pouvoirs, de vos gouvernements d'aller dans le sens de la levée de ces sanctions qui ne sont pas des sanctions, qui sont vraiment des mesures coercitives unilatérales appliquées par les Américains. Et c'est du fait de l'extraterritorialité des lois américaines et qui doivent s'appliquer à tous ceux qui travaillent avec eux. En fait, la Syrie se trouve complètement démunie, d'abord interdite de tout,
Et par exemple, on ne peut pas traiter avec les banques, on ne peut pas traiter sur le régime, sur les protocoles SWIFT, on ne peut pas traiter avec des individus, avec des sociétés, avec des pays, bien sûr, etc. Tous ceux qui veulent coopérer avec nous, ben, ils seront aussi sujettis aux mêmes sanctions. En fait, et c'est ça qui est criminel, en fait, en temps de pandémie, d'une part, en temps d'hiver et de grand froid, d'autre part. 10 ans après une guerre des plus destructrices et des plus horribles dans le monde qu'a subi la Syrie, donc par terroristes interposés, qui a été très destructrice en fait aussi bien de l'infrastructure, de la structure du pays, de de son économie. Je rappelle quand même encore que cet été, en fait, en août, il y a eu une destruction de la moisson et au mois de septembre, une destruction systématique par incendie de l'ensemble des récoltes vivrières, des arbres des vergers, des arbres fruitiers et des oliviers, etc. Donc, en fait, mesure criminelle par excellence, et puis en même temps, les occupants turcs et américains et israéliens qui empêchent aussi, d'abord américains et turcs dans l'est de la Syrie, dans le nord-est de la Syrie, qui empêchent aussi toute vie et toute exploitation de notre propre richesse. Voilà, l'exploitation des ressources, pétrole, le retour serein des réfugiés, la reconstruction, etc. quoi. Absolument, absolument. Ce qui commence à se faire quand même par ailleurs dans certaines zones du pays, heureusement. Voilà, tout à fait. Mais en fait, la Syrie, elle construit en comptant sur ses propres forces. Et je rappelle quand même qu'il y a eu un grand congrès, une grande conférence pour le retour des réfugiés le 10 et le 11 novembre à Damas. À Damas. À Damas, oui, cette conférence qui a quand même, il y avait quand même malgré tout une trentaine de pays, 30 pays qui étaient là, qui ont décidé effectivement d'œuvrer tous ensemble pour le retour des réfugiés, pour la reconstruction, parce que qui dit retour des réfugiés dit nécessité aussi de construire et de reconstruire le pays pour que les réfugiés, donc créer les conditions pour que les réfugiés puissent rentrer. Aider à la reconstruction déjà de l'infrastructure, mais aussi à permettre une relance de l'économie qui permet à tout le monde de vivre de manière correcte et humaine et honnête dans ce pays qui a été violemment détruit, mais c'est aussi qui permet la reconstruction. Et qui continue à être détruit. Et qui continue d'ailleurs à être détruit. Alors, je voudrais quand même signaler que l'objectif de la direction Biden a été aussi affirmé, celui qui est d'empêcher toute reconstruction de la Syrie. Donc là, on va regarder un petit peu dans le détail comment ça se traduit depuis 2 semaines. Il y a eu 2 attaques israéliennes encore. Heureusement, la plupart des missiles ont été interceptés. Donc des attaques sur Deir Zor et par des avions qui viennent d'Al-Tanf, en fait, de la base américaine d'Al-Tanf. Et puis ça a été effectivement affirmé par les responsables américains eux-mêmes que de toute façon c'est eux qui avaient effectivement piloté, donné les renseignements, etc. Et commandité avec les Israéliens, ils ont travaillé pour ces attaques aux missiles. De la même manière, des attaques contre la ville d'Alep, des missiles sont tombés aussi sur des maisons dans les quartiers est d'Alep.
d'autres du côté de Messiaf, du côté de Hama. Donc, en fait, il y a sans arrêt des agressions israéliennes et puis qui sont aidées par les renseignements américains et pilotées par eux, protégées par eux. Alors que ça vient soit par le Golan, en fait, c'est lancé soit à partir du Golan occupé, soit à partir de la base d'Al-Tanf, soit à partir du Liban. Je voudrais dire aussi, le ciel libanais est aussi violé très régulièrement par les Israéliens. Et ça, c'est aussi une des... enfin bon, c'est pas une nouveauté, hein, ça continue avec les Américains et que ces violations continuent. Et puis, d'ailleurs, personne ne relève et personne ne proteste au niveau de l'ONU. Bien sûr, il y a la Syrie qui proteste, l'Iran qui a protesté aussi dernièrement dans les rencontres en fait de la Russie, en fait des responsables russes, les rencontres par exemple avec les Iraniens, etc. Les deux ont dénoncé ces agressions en fait contre la Syrie, mais qui continue à affirmer qu'il est important que l'ensemble des forces étrangères qui occupent la Syrie, notamment donc les Américains et puis toute la coalition dirigée par eux, la Turquie, tous les terroristes doivent se retirer rapidement de la Syrie et doivent quitter la Syrie, et puis on doit rapidement appliquer aussi cette décision du Conseil de sécurité, la décision 2254, hein, qui stipule quand même l'unicité, la souveraineté, le respect de la souveraineté de la Syrie, le respect de son territoire, de l'unité de son territoire, et que les Turcs doivent être dehors et les Américains aussi. Alors on va parler un petit peu de Daesh, puisqu'on avait mentionné le fait qu'ils avaient été réactivés de manière concomitante à l'arrivée de Biden au pouvoir. On peut noter que donc il y a quand même une avancée de l'armée arabe syrienne face à Daesh. Oui. Mais ce que tu m'as signalé en préparant cette interview, on a vu des membres transférés en Irak depuis la Syrie à bord de véhicules et qui brandissent un drapeau américain. Alors est-ce que tu peux commenter cette information? Tout à fait, tout à fait. Alors 4000 terroristes Daesh ont été transférés en fait en Syrie et transférés aussi en Irak. Il y a tout un mouvement, je dirais, de terroristes brandissant toujours les drapeaux américains. C'était des terroristes qui étaient dans la région Al-Hol, en fait, dans le camp Al-Hol, qui est du côté de Hasakeh, effectivement, et qui étaient sous le contrôle de Qassad, de FDS, et qui ont été transférés donc par des véhicules américains avec le drapeau américain. Mais alors c'était d'anciens prisonniers, qu'est-ce que c'était? Alors je ne Ou sais des nouvelles pas, recrues, on ne sait pas. En fait il y a un nombre important parce que 4000 c'est pas les 4000 prisonniers, hein, c'était donc on peut voir que ce sont des nouveaux. Et puis, en plus, ils attaquent, en fait, Daesh passe à l'attaque aussi par rapport à la population syrienne. Ils kidnappent des personnes. En fait, Daesh et Qassad collaborent actuellement dans le nord-est de la Syrie. Ils s'attaquent à la population. Ils ont kidnappé deux maires, effectivement, le maire de Hachidiyya et celui de Deir el-Zor. Et celui oui, en fait dans les banlieues dans les villes de la campagne de Deir el-Zor, effectivement, et l'autre dans la campagne de Hasakeh. Alors les maires ont été kidnappés, on ne sait pas où ils les ont amenés.
Voilà des attaques permanentes des terroristes contre la population. Les profs d'école également, Ça- tu m'as signalé. Aussi, et donc ça c'est Qassad qui a kidnappé des Qassad FDS, franchement, et ils ont kidnappé les professeurs d'école et ils ont transformé, ils ont, comment dire, occupé les écoles en empêchant les enfants d'y aller. Ils les ont transformés en dépôts d'armes et de munitions pour eux. Ça, c'est FDS. Hein. Avec, bien sûr, l'appui des États-Unis, des forces américaines, Qui continuent à leur l'appui livrer des des... armes, hein, c'est ça, hein. Voilà, Des et munitions. l'appui des Turcs, Mhm. qui Et ils ont fait, prétendent être contre Assad, en fait. alors Mais c'est... ils ont fait aussi une opération contre le pont de Gdama. Voilà, Bdama. Ah ouais, alors là, c'est en fait dans la continuité de la destruction de l'infrastructure syrienne. Hein. Mhm. Je peux dire en fait quand même l'accord du dernier Astana et qui a été jamais comment dire ça qui a été signé par les Turcs et par aussi l'ensemble des acteurs, je peux dire, de Astana, qui étaient donc l'Iran, la Russie, l'Irak et l'Iran, la Russie et la Turquie. Et la Turquie s'était engagée à comment dire, à dégager et faire dégager par les troupes terroristes qui dépendent d'elle et qu'elle anime, de dégager complètement l'autoroute M4. Hein. Et cette autoroute M4, elle relie Deir Zor à Palmyre et à l'ouest de la Syrie, donc à Idlib, puis l'attaquer, jusqu'à l'attaquer, en passant donc par les villes de Ma'aret al-Na'man et puis Saraqi. Rappelez-vous, en mars 2019, en fait, hein, alors que l'armée arabe syrienne a beaucoup avancé, la Turquie a demandé un arrêt des combats, un cessez-le-feu, et puis Erdogan a eu une rencontre avec Poutine, au cours de laquelle il s'était engagé, et encore une fois, à ce que la route M4 soit dégagée, que 6 kilomètres d'un côté et de l'autre de cette autoroute soient complètement dégagés des terroristes et qu'elle soit sécurisée complètement, chose qui n'a pas été faite jusqu'à maintenant. Et là, je peux dire, en fait, cette autoroute a, sur le côté de l'autoroute, ou longe l'autoroute aussi, une voie de chemin de fer qui va aussi, en fait, qui traverse le pays de l'Est à l'Ouest, en fait. Hein. Et cette voie de chemin de fer, il y a des moments où elle a des ponts, elle est portée par des ponts et des grands édifices qui, là, donc, ont été défaits et les rails des chemins de fer ont été déjà Démantelé et l'autoroute emmené. est amenée, voilà, piquée, Volé. carrément, D'accord. volée, Alors les FDS, voilà. hein, c'est pourtant qui sont parfois dépeints encore dans les médias comme des forces démocratiques qui administrent des territoires autonomes. Le Rojava, on vend du rêve souvent, mais bon, sur le terrain, ça a Mhm, l'air mhm, un peu moins poétique. Et apparemment, ils ont ouais, coupé pour la 18e fois l'eau sur Hasake. absolument. Donc, ils ont aussi bloqué la centrale de distribution d'eau de Alouk, qui alimente donc la ville de Hasake, et il la bloque Ce la que j'allais ville dire. et les environnements de Hasake. Donc, il y a 1 million de personnes, en fait, à chaque fois, Donc il y a un blocus, qui sont... un embargo qui est appliqué par les FDS sur la ville de Hasake depuis combien? 13 jours, c'est ça? Oui, là, en plus, oui, en plus du fait du blocage de l'eau,
qui a fini par être remis en route, hein, par l'action des travailleurs de la Régie des eaux. Mais c'est ça, à chaque fois, bon, ça se remet en route pendant quelques temps, 1 ou 2 journées, puis après, les Turcs essayent les Turcs et Qassad aussi coupent l'eau. Alors là, c'est pire, là, c'est blocus général de la ville. Mhm. Et interdiction de rentrer, interdiction de sortir, interdiction aux convois alimentaires en fait de venir, parce que de toute façon, les gens, ils sont alimentés soit par les aides humanitaires, soit par l'État, qui envoie aussi des convois alimentaires rien ne va, rien ne rentre, rien ne sort. Ça rappelle quand même la situation des habitants de certains quartiers d'Alep-Est, hein, il y a quelques années, avant la libération de ces régions, où la population était martyrisée complètement par les terroristes. Et on voit que les milices de Qassad et FDS, en fait, hein, utilisent exactement les mêmes moyens que les terroristes Ahrar al-Sham et de Daesh, etc., qui martyrisaient la population dans sa vie quotidienne, dans la bouchée de leur pain et de leurs enfants, et donc aussi, et il les traque complètement. Alors Donc, aussi, bien sûr, l'armée syrienne essaye et encercle aussi donc les terroristes de FDS. Et bon, pour l'instant, on essaye d'en sortir, quoi. Mm. d'accord. Donc aussi bien l'armée et la population locale donc s'oppose au FDS. Ouais, voilà, tout à fait. Ok. Mm. Quand on a parlé tout à l'heure de Daesh, je ne suis pas sûr qu'on a mentionné le fait que il s'attaquait à des bus de transport de ligne, notamment la ligne qui fait Der El-Zor et Palmyre. Ces derniers temps, effectivement, les terroristes de Daesh se sont attaqués à plusieurs reprises, hein, aux lignes de transport par car, en fait, de la population, tuant et blessant nombre de personnes, aussi bien des militaires que des civils, parce que dans cette région, tout le monde circule et les bus de transport collectif, en fait, c'est les bus de l'État. Ils ont été attaqués par des gens qui tirent comme ça, de manière complètement comment dire, comment dire, Aléatoire. random, Allez. aléatoire, Ouais. merci, oui, c'est random, j'allais dire. Et donc, qui est tuant et blessant des personnes, etc. Donc, l'armée syrienne, après, suite à des investigations et des poursuites, ils ont pu se rendre compte. Il y a 8 personnes donc, qui ont été tuées, huit terroristes qui ont été tués, et aussi certaines cellules de Daesh qui ont été démantelées et captivées par l'armée arabe syrienne. Ok. Voilà. Ce qui fait quand même, je dis, il y a une opération de nettoyage, à nouveau une opération de nettoyage de la Badia, de la steppe en fait syrienne, a été lancée par l'armée arabe syrienne. C'est une opération de nettoyage des terroristes. Je voudrais dire quand même que la même chose s'est passée en Irak parce que les terroristes ont attaqué aussi Al-Hashd al-Sha'bi. Il y a eu 11 martyrs, 11 personnes tombées en martyrs de Al-Hashd al-Sha'bi. Donc, des deux côtés de la frontière, les Daesh circulent et tuent et sévit et tue.
Et là, bon, l'armée arabe syrienne commence en donnant la main aussi aux Irakiens de Hashd al-Sha'bi, en fait, une opération de nettoyage de l'ensemble de la Badia a été lancée et on espère que ça va Porter ses arriver fruits. Mhm. à bout de ces terroristes qui empêchent qui sont des obscurantistes de la mort, quoi. Mhm. Alors la reconstruction continue en Syrie, et notamment tu me parlais pour les artisans d'Alep, qu'ils avaient eu droit à une aide. Est-ce que tu peux en parler? Oui, en fait, c'est plus en fait que c'est pas c'est les une bonne partie, 5 hectares de Cheikh Najjar ont été en Octroyé? fait oui, ont été octroyés à tous les artisans d'Alep, hein. Cette région se reconstruit en fait, et puis les Alépins sont toujours très actifs en fait, hein, pour ça. On avait parlé aussi de un grand salon dont le titre est Fabriqué en Syrie, ce qui a été lancé donc aussi à Damas. Et il y a eu beaucoup de fréquentation, etc. Les gens sont contents de voir la fabrication syrienne. Mhm. Il y a les huiles de Hama qui recommencent après s'être arrêtés pendant 3 mois, ils recommencent à produire l'huile de lin Mhm. aussi. Tu m'avais parlé de la Donc production du miel aussi, oui, dans la une campagne de production Hama. de miel, tout à fait. Alors dans la campagne de Hama, il y a plus de 350 tonnes de miel qui ont été produites à nouveau, donc comment dire, en reconstruisant des ruches et puis en les mettant partout, euh, en comptant sur nos propres forces, quoi, disons. Mhm. Ouais, Très pardon. bien. Eh bien, la commission de travail sur la Constitution, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que j'ai cru comprendre donc, qu'il y avait des discussions syriennes sous l'observation de l'ONU à propos donc d'une refonte de la Constitution syrienne, donc Ouais. c'est pas rien. Oui, alors la commission pour la discussion de la Constitution, elle s'est réunie effectivement, et puis donc une délégation représentant les Syriens qui sont loyalistes, si on peut dire, a été conduite par Nabil Kezbari, qui est un parlementaire syrien qui est cette délégation a été dirigée par lui. Et Mhm. puis donc bien sûr un nombre de personnes, des personnalités syriennes, que ce soit des avocats, des représentants du peuple en fait, hein. Puis de l'autre côté, donc il y a les différentes plateformes, hein, comme on le sait, la plateforme de Riyad, la plateforme de Istanbul, donc les gens d'Istanbul, les gens de Riyad, et puis une plateforme aussi qui est en Russie. Mais en fait, ça, c'est pas lié à la Russie, mais il s'est trouvé qu'il était à Moscou. C'est l'ensemble, donc la discussion a porté sur les principes invariants, je peux dire, de la citoyenneté, c'est-à-dire les territoires, le président, l'hymne national, le drapeau, l'ensemble des choses qui sont des évidences qui ne se discutent pas, et puis surtout aussi sur le retour des réfugiés, essentiellement. Mhm. Ils ont discuté. Donc voilà, et puis là, il y a eu aussi
une réunion avec la Russie pas eux, en fait. Là, ça continue sous l'égide de Gil Peterson, en fait. Ils ont eu lieu. La réunion a commencé avant-hier, elle continue hier et aujourd'hui, donc on n'a pas encore les résultats. Mais d'un autre côté, la Russie affirme à chaque fois son soutien à la Syrie pour le retour des réfugiés à leur ville et leur ville libérée, et puis la nécessité de reconstruire ces villes. Et puis mais ça c'est aussi fait dans la dernière rencontre entre Lavrov et Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien, lors de sa visite en Russie. Donc voilà, tous les deux affirment la nécessité de faciliter le retour des réfugiés. Voilà, de faciliter le retour des réfugiés et d'appliquer la décision 2254. Dernier point aussi, il y a une rencontre, en fait, une volonté et une rencontre entre les ministres de l'enseignement supérieur syrien et le ministre de l'enseignement supérieur iranien pour une coopération aussi entre les deux pour l'avancée de la recherche scientifique et pour un échange au niveau de au niveau des universités, et puis des centres de recherche. Très bien. Voilà. Eh bien, Aïssar Milani, je crois qu'on a vu à peu près l'ensemble des points que nous souhaitions voir ensemble aujourd'hui. Ouais. On a été plus rapide que d'habitude. Voilà. Oui, c'est bien. C'est une bonne chose pour une fois. J'espère qu'il y aura encore des bonnes nouvelles dans 2 semaines. Du type, il y a beaucoup de bonnes nouvelles, j'espère, effectivement, et qu'il y en aura de plus en plus, parce que la Syrie mérite, et les Syriens méritent aussi qu'on en finisse avec, que leur calvaire se termine, en fait, parce que c'est un peuple qui ne fait que souhaiter l'amour au monde entier. La Syrie a toujours envoyé des messages d'amour au monde entier. Et il est temps qu'elle reçoive aussi un peu d'amour. Qu'on la laisse tranquille. Que les Américains, les Turcs et les Israéliens la laissent tranquille. Absolument. Et que les Américains abandonnent l'embargo injuste. Tout à fait. Très bien. Et bien sur ces notes d'espoir, Aïssar Milani, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis dans 2 semaines. D'accord, merci beaucoup Raphaël, et à toi aussi. Merci, à bientôt. Et à tous nos internautes. À tous les internautes évidemment.